Alors, on va parler de la cité des Dancy, donc qui se trouve sur la ville de Trappes. Et donc j'ai fait distribuer par Noémie la cité hier et la cité aujourd'hui. Donc on est dans vous allez voir avec la cité des Éveuses et les cités jardins en général, dans un décor totalement différent, une architecture totalement différente, puisqu'en fait ce sont 40 pavillons. Ce sont 40 pavillons mitoyens qui sont accrochés. Vous en avez de part et d'autre de la rue. Donc la rue a été conçue, a été percée pour être l'artère principale de cette cité. Et la particularité de ces maisons, c'est qu'elles sont décalées à 45 degrés par rapport à la rue. Alors pour une raison bien particulière, elles ont aussi des façades très épurées, des toits plats en terrasse. Et la particularité, c'est que la ville de Trappes, donc à cette époque-là, nous sommes en 1925 quand le cahier des charges de ces maisons est rédigé. Elles sont construites pour les cheminots qui commencent à arriver en masse pour travailler sur le triage de la gare de Trappes, qui se développe depuis les années 1911, donc depuis avant la Première Guerre, et qui va prendre de l'ampleur jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour être le théâtre des nombreux bombardements que vont connaître la ville de Trappes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, des toits plats, une façade épurée, un décalage par rapport à la rue, ça fait énormément penser à l'art moderne, je vous l'accorde. Puisqu'en fait, ces maisons ont vraisemblablement été inspirées et des cités-jardins des Bénévert Ward et de l'art moderne donc, qui commence à se déployer en Allemagne et en France, en Allemagne notamment avec Ernst May à Francfort sur le Main. Il y a d'ailleurs un exemple qui ressemble beaucoup à ces maisons-là, à Francfort, donc des maisons, la cité Zigzaghausen, justement, qui est en zigzag. Et puis, il y a aussi le courant de l'hygiénisme dont on n'a pas parlé aussi, qui commence à se développer depuis la fin du XVIIIe et qui va, dans l'entre-deux-guerres, demander à ce que toutes les nouvelles constructions, et notamment les architectes des Dancy, vont le prendre en compte pour créer des maisons qui doivent s'aérer très facilement, qui doivent être ensoleillées et qui doivent se nettoyer, donc pas de papier peint puisque ça amène la vermine, du parquet au sol ou des tomates qui sont facilement lessivables. Donc décaler à 45 degrés par rapport à la voirie, c'est justement ce qui va amener le soleil. Les maisons vont être ensoleillées, étant disposées de part et d'autre de la rue, elles sont au nord et au sud, et donc le soleil passant au-dessus, les façades vont être percées de fenêtres d'un côté, mais pas de l'autre, parce que ça va être en fonction du soleil, qui va éclairer soit le matin plutôt les chambres des enfants, et l'après-midi plutôt la chambre des parents. Donc voilà, l'ensoleillement. Aussi des petites technologies qu'aujourd'hui on trouverait évidentes, de l'aération dans les fenêtres, vous savez, les petites réglettes qui permettaient d'ouvrir les fenêtres avec un petit volet. Alors donc ces maisons donc à 45 degrés, elles ont dans leur centre, à l'arrière, un jardin d'environ 240 mètres carrés, qui est intéressant quand on veut installer un potager. Elles font à peu près 66 mètres carrés, donc 33 mètres carrés au rez-de-chaussée, 33 mètres carrés à l'étage. C'est un 4 pièces. Il y a une buanderie, donc c'était une nouveauté à l'époque. Il faut imaginer que les gens vont venir, alors ils vont venir plutôt de l'ouest de la France, puisqu'en fait le triage de Trappes va amener de la main-d'œuvre bretonne, normande, vendéenne et de la Sarthe et de la Charente aussi. Donc ce sont des paysans qui travaillent qui travaillent la terre. Ils vont pouvoir faire un potager pour leur famille qui va être assez nombreuse. En fait, vous pouviez avoir la chambre des filles, la chambre des garçons,
et la chambre parentale. Sur les plans figure d'ailleurs la chambre parentale, comme on l'imagine aujourd'hui quand on fait le plan pour notre future maison, et la chambre pour les enfants. Au rez-de-chaussée, vous aviez donc ce qu'on appelait une buanderie. Donc la buanderie, c'était un grand bac en ciment avec un rebord ondulé pour pouvoir laver le linge, qui ressemblait étrangement à une baignoire. Donc on pouvait mettre les gamins aussi dedans à laver. Et il y avait des toilettes aussi. Donc vraiment le petit coin, c'était important de l'avoir. Pas de salle de bain. On appelait ça une buanderie, c'était pas une salle de bain. Vous aviez un lavabo et il y avait une fosse d'aisance. Donc, par une trappe. Donc en fait la fosse d'aisance, c'est pas la fosse septique, parce que un camion venait ramasser régulièrement la fosse qui se remplissait. Il y avait aussi un coin cuisine. Donc la cuisine américaine dont on rêve tous d'avoir, parce qu'on aime bien avoir les cuisines ouvertes. Donc un coin de cuisine sous alcôve avec la salle commune. Et la salle commune se trouve, donc vous avez une baie vitrée qui casse le nez de la maison, et elle se trouvait là. Voilà, donc 40 pavillons, 12 au nord, parce qu'évidemment les jardins, c'était compliqué de cultiver au nord, 28 au sud, habités par les cheminots, et on sait que c'était plutôt les ouvriers cheminots qui étaient sur les voies, ceux qui faisaient le travail le plus dur, qui ont habité ces maisons-là. Dans la même rue, vous avez deux ensembles collectifs d'immeubles et qui, eux, par contre, ont été habités par les cadres. Donc les cadres, vous aviez les roulants et les personnes dans les bureaux. Donc eux n'avaient pas le droit au jardin. Donc voilà, changement de statut social. Construites en 1900, alors les plans datent de 1930. Elles ont été réalisées et habitées en 1931 par les architectes. Donc c'est Henri et André Buteau, le père et le fils, qui ont beaucoup travaillé pour les HBM de Seine-et-Oise. Et donc c'est un ensemble qui a été construit pour les HBM de Seine-et-Oise et qui a été principalement réservé par la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, pour les cheminots. J'ai encore un petit peu de temps. Je ne sais pas. Oui. D'accord. Alors, quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai mis des photos. Pardon. Une question. Oui. Dans ce que je vois, oui, il n'y a pas d'espace commun. Non, alors elles n'ont pas été. Qu'est-ce qui fait que ça s'appelle Cité Jardin? Alors, de par leur conception et le concept des cités jardins dont vous parlez tout à l'heure, Noémie, elles s'appellent Cité cheminote, Cité ouvrière et Cité jardin, parce qu'elles ont ce concept d'habiter à la ville, mais en ayant l'espace et en étant à la campagne. Elles sont à côté de l'employeur des personnes qui habitent là, puisqu'elles sont à quelques mètres de la gare et du triage. Elles sont apparentées aux grands paternalistes, entrepreneurs paternalistes de la fin du XIXe siècle, qui construisaient des logements pour leurs ouvriers à côté des infrastructures, comme la chocolaterie Meunier, ou alors la cité cheminote à Ternier, qui se trouve vraiment dans les infrastructures ferroviaires. Donc elles se trouvent à quelques pas. Mais par contre, elles n'ont pas d'équipement social. Ça va être réalisé plus tard, après la guerre. Des équipements, un centre de loisirs, une bibliothèque, un gymnase, qui vont être spécialement et réservés aux cheminots qui habitent à Trappes et qui vont être de plus en plus nombreux, qui vont tripler la population à peu près entre le début du XXe siècle et la Première et la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va passer d'environ 1000 à 3000 habitants. Il y avait à peu près 60% des cheminots dans la population trappiste, et cette population était principalement concentrée dans cette rue-là et dans un autre quartier qui était face au triage. Donc là, vraiment,
réserver un endroit confortable pour des ouvriers qui travaillent dur, qui avaient donc dans la rue tout le corps de métier en fait habité dans cette rue-là. Donc vous aviez vos propres collègues qui étaient dans la rue. Et à l'arrière, votre vie privée, la vie privée donc avec votre famille dans ce jardin. Donc le concept de cité-jardin, on le retrouve quand même bien avec ces deux regards. Qui étaient les constructeurs en fait? Alors les architectes... non pas les architectes, mais qui avait finalisé ces constructions? C'était la ville? Non, c'est vraiment les HBM. D'accord. L'Office public HBM du Seine-et-Oise. D'accord. C'est vraiment lui le... D'accord. Mais c'était la SNCF de l'époque? Non. Non. D'accord. Souvent, on l'apparente à la construction de... C'était pas encore le chemin de fer, c'était la compagnie du chemin de fer de l'Ouest. Oui. Et non, c'est vraiment les HBM de Seine-et-Oise. Donc, vous avez évoqué que il y avait 60% des cheminées, tout corps de métier lié justement au chemin de fer. Oui. Et une partie aussi des particuliers qui avaient acheté ces maisons-là. C'est-à-dire qu'on avait combien de maisons tout à l'heure? Non, il y a uniquement les cheminots qui ont habité cette cité. Autour, vous avez un lotissement quand même, on a appelé ça le lotissement de la gare, qui a été mis en lot dans les années 20 aussi, et qui a été, je cherche mon mot, qui a été pris en partie par cette rue-là, uniquement pour la cité des Dancy, et le reste, c'était vendu en lot auprès des particuliers. Vous avez en même temps des lois qui permettaient d'accéder à la propriété, comme la loi Ribot, la loi Bouchard, qui ont permis aux particuliers d'acheter des parcelles et de construire leur propre terrain, leur propre maison. Et on retrouvait beaucoup, parce que c'était des cheminots aussi qui n'avaient pas pu habiter dans ces 40 maisons. Ça ne fait pas beaucoup pour 60% de la population cheminote. Donc ils ont construit eux-mêmes leur maison. Et on retrouvait souvent des traverses de chemin de fer dans le jardin, qui s'en servaient pour border les jardins, pour faire leur potager, ou pour construire leur abri à outils au fond du jardin. Mais il y avait vraiment que des cheminots. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours des jardins, des maisons? Oui, les jardins ont été conservés. Alors, l'histoire de cette cité, c'est qu'à la fin des années 80, tout était resté un petit peu aux normes des années 30, comme l'électricité par exemple. Et chaque locataire successif avait mis une baignoire à la place du bac en ciment et a réaménagé une cuisine. Le problème principal de ces maisons, c'est qu'avec le toit plat, il y a eu beaucoup d'infiltration. Et le bailleur a eu beau essayer de remédier à ce problème-là, ça ne l'a jamais vraiment résolu. Donc elle est tombée en désuétude. Et à la fin des années 80, le bailleur, donc c'était Le Pivot à l'époque, avait plutôt décidé de les détruire, d'en garder peut-être une en souvenir de cette époque-là et de l'histoire quand même importante avec les cheminots d'Entrappes. Et en fait, ce sont les amicales des locataires, il y en avait deux en plus à l'époque, des Dancy, plus la mairie, plus les comusées de l'époque qui se sont battus pour justement vouloir la protéger au titre des monuments historiques. Et c'est toujours classé monument historique? Alors, le classement a été refusé parce qu'en fait, un des deux architectes, le fils, était encore vivant. Et pour un classement, il faut que les architectes soient décédés. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé, on aurait dû demander à Stéphanie. Donc, ils ont demandé juste une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui a été bien décrété. Donc, le préfet a réalisé le décret. Et elles ont été inscrites au monument historique en 1992. Et après, donc, il a quand même fallu faire une réhabilitation pour conserver les 40 bâtiments, les 40 maisons. Et le temps de trouver les budgets, les subventions, ça a mis 5 ans. Donc les travaux ont débuté qu'en 1997. Et sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques les toits plats, les façades et les jardins. Ce qui a valu quand même, parce que les locataires devaient payer à l'époque, en euros, ça ressemblerait à 500 € de loyer, sauf s'il y avait un surloyer parce que vous gagnez un peu plus. Ils leur ont fait payer uniquement un
un budget pendant 10 ans, je crois, un supplément de 70 € en plus pour les jardins. Puisqu'en fait, les jardins étaient inclus dans les maisons et n'avaient jamais fait de surcotage sur le loyer. Donc je crois que c'est 70 € qu'ils ont payé pour rembourser un emprunt, en fait, un crédit pour la réhabilitation. Donc 10 ans. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce sont toujours des maisons qui sont louées. Elles sont toujours louées, c'est toujours un bailleur qui les loue. Toujours. Mais ça ne sont plus des cheminots qui y habitent. Oui. Ce sont des personnes modestes. Oui, ça. Puisque le loyer est toujours aussi intéressant. Voilà. Ils ont un jardin, ils sont à 2 pas de la gare. Et c'est un quartier très calme aussi. Avec un peu de verdure. Donc, les jardins, mais en plus sur un lotissement qui a aussi gardé un petit côté peut-être pas bucolique, mais enfin avec des arbres. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui ont presque plus de 100 ans finalement. Elles vont avoir 80. Elles ont eu 90 ans, donc on fêtera leur 100 ans en 2031, je vais y arriver. Oui, donc ça me paraît anachronique, ça me fait penser un peu à l'époque du Corbusier qui Oui. rendait aussi, je dirais, les bâtiments modernes, si vous connaissez aussi la cité radieuse. Oui. Il y avait plein de maisons Nicolas, Oui. semble-t-il un peu comme des briques. Oui. Des Lego. Et de ça, vous voyez des HLM, vous avez ça, mais finalement, ce serait une ville dans une ville. Il a Oui. fait un village Oui, au tout à fait. de la mer. Alors moi j'y habitais pendant une vingtaine d'années dans ces maisons-là. Et c'est vrai qu'on avait l'impression de rentrer dans une ville. Puisqu'en fait on se connaissait, tout le monde se connaissait. Moi je pouvais me faire engueuler par la voisine parce qu'elle connaissait ma grand-mère, etc. Donc il fallait que je me tienne à carreau parce que tout le monde me connaissait dans la rue. Et on avait vraiment l'impression d'avoir comme un immeuble, mais en fait c'est un immeuble à l'horizontale. Mais on se connaissait plus qu'aujourd'hui, on peut ne pas connaître ses voisins, ou moins, en tout cas son voisin de palier, mais pas plus. Mais comme c'était un corps de métier où le métier était dur et puis les femmes ne travaillaient pas, elles gardaient ses enfants et les enfants des autres, il y avait une solidarité très importante qui a perduré jusque dans les années 80 à peu près. Et c'est là où les cheminots se sont retrouvés à la retraite, sont repartis dans leur pays, en Bretagne ou en Normandie, et là ça a un petit peu changé. La population s'est renouvelée, et aujourd'hui c'est un peu comme dans tous les quartiers. On connaît ses voisins, on les connaît pas. Ouais. Par rapport, Pardon. juste une question de localisation. Donc, Oui. quand on arrive de Rambouillet à Trappes, Oui. c'est Alors quand vous êtes à Trappes, vous avez la gare de Trappes. Vous allez côté rue Jean Jaurès, donc c'est là où vous avez côté centre-ville, vous avez la mairie. Et en fait, c'est entre la gare et la mairie. Et en fait, c'est au détour d'une rue, là. Vous attendez pas à trouver ces maisons-là. Et elles sont, beaucoup de gens me disent qu'elles ont été construites il y a 5 ans ou 10 ans. Elles sont assez intemporelles. Elles auraient encore besoin d'un petit ravalement, ça leur ferait pas du mal. Mais elles sont encore blanches et toujours ce côté ensoleillé d'un côté. Vous y allez le matin, vous n'avez pas la même lumière que l'après-midi, parce qu'en plus les pointes, les maisons cubiques font de l'ombre par terre qui n'est pas la même. Donc il y a beaucoup d'étudiants de l'école de Versailles qui viennent aussi les étudier et les voir. C'est fou parce que dans les années 30, on aimait aussi la belle époque, aussi les belles façades, je dirais un peu néoclassiques, Oui. un petit peu comme Guimard. Et finalement, on a voulu prendre, je dirais, une cité un peu plus futuriste, ça peut paraître anachronique, mais on était déjà avancé dans le temps dans les années 30. Finalement. Complètement, oui, tout à fait. Et cette cité, elle est souvent prise comme décor pour des films d'anticipation. Elle a fait le décor d'une série sur Arte qui s'appelait Trépalium, qui était vraiment dans un futur improbable d'ailleurs. Mais leurs façades ont été le théâtre des habitations principales de cette série-là. Il y a eu d'autres films aussi, elles sont souvent prises comme décor. Que ce soit des films d'avant-garde ou même antérieurs. Quand on se promène dans une ville, comment peut-on reconnaître une cité-jardin? Comment, quand on se promène comme ça, on se balade, on se dit tiens là, je pense que j'ai une cité-jardin. Comment on peut savoir?
Alors, je pense que c'est, tu ne me contrediras pas, mais je te laisserai répondre aussi. Il y a souvent près des gares, les cités des cheminots. Alors, je vais te parler que des cités cheminots parce que c'est celle que je connais la mieux. Tu vas avoir plusieurs maisons qui se ressemblent et qui se répètent. Et souvent près d'une infrastructure importante comme une gare, comme une usine. Tu vas à la chocolaterie Meunier, alors évidemment c'est un peu particulier parce qu'il y a le moulin, il y a d'autres choses, mais c'est la répétition en fait. Ma question n'est pas anodine, hein, c'est parce que j'étais dans les hauteurs de Chartres, juste au-dessus de la gare, et j'ai vu de nombreuses maisons identiques. Et je me suis dit, tiens, on dirait une cité jardin. C'est pour ça que je t'ai posé la C'était question. à côté de la gare? Au-dessus de la gare. Au-dessus de la gare de Chartres. Je connais pas très bien. Une cité jardin à Chartres? Alors, on a fait un repérage des cités jardins, il y en a 425 en France. J'avoue que sur Chartres, je sèche, mais en effet, ça peut aussi ressembler. Il faut que ça soit, la définition française, c'est que c'est aussi construit durant l'entre-deux-guerres. Donc Ça, j'ai pas les dates de presse. il faut voir un peu le style aussi de l'architecture, ça peut aider. Ouais. Aussi, et puis comme l'avait dit Stéphanie Courtois auparavant, souvent il y a aussi un traitement du jardin, de l'espace public tampon en fait entre l'entrée et la rue principale qui est importante. Voilà. Sinon si c'est que des maisons collées à la route, là c'est un lotissement un peu plus récent. Voilà. Une cité jardin est toujours, sont toujours des bâtiments qui sont en location. C'est les gens, enfin au départ, les gens n'en sont pas. Peut-être que ça a évolué dans le temps, parce que les coraux, les gens ont acheté une maison. Elles ont été pas mal, pour certaines, revendues, donc elles font partie d'un patrimoine privé. Je sais qu'à Pessac, par exemple, à côté de Bordeaux, il y a une cité jardin et elles sont de couleurs différentes, je crois, et elles ont été en partie vendues. À Rambouillet aussi. Et à Rambouillet, il y a un pavillon, donc ça fait 2 logements nettoyants qui ont parfois qui ont été revendus par les bailleurs. Donc tout le reste, c'est de la location et puis c'est de la propriété privée. En général, ce sont des HLM. Ce que j'ai oublié de dire dans les dents de site, c'est que vous avez. Parce que tu parlais de tampon aussi entre. Donc la rue était déjà un tampon, puisqu'en fait on se connaissait tous et on était tous du même corps de métier. Donc ma grand-mère me disait qu'au soir d'été, il sortait une chaise, et puis c'était radio-trottoir, radio-trappe. Voilà. On se racontait des choses. Et puis comme il y avait 2 cités, ça faisait qui était à l'opposé de la rue, donc il y avait et c'était le facteur qui amenait d'une cité à l'autre les commérages. Mais en fait, quand vous entrez dans la maison, qui se trouve dans l'angle en fait, des 2 maisons, vous aviez un porche. En fait, c'était un endroit où les cheminots se déshabillaient, retiraient leurs vêtements de travail, leurs bottes crottées, leurs vélos, et c'était ouvert sur le jardin. Donc c'était un petit peu le sas aussi qui permettait de retirer son habit de travail pour rentrer dans sa vie privée aussi. Ça avait été en tout cas pensé comme ça. À l'époque, ça leur paraissait peut-être naturel, mais c'est vrai que nous, quand on sort du travail, on a envie aussi d'avoir un sas de décompression. Et il était physiquement réalisé. Donc ça a été très vite fermé, puisqu'en fait, les gens ont voulu en faire une pièce en plus, parce que la maison était petite. Mais en tout cas, voilà, il y avait un sas aussi. Non, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça fait référence aussi au XIXe siècle, ou même si on était un peu aussi dans la modernité, c'est-à-dire qu'on avait notre entreprise qui était à côté, et à côté de marche, quelques minutes seulement, on avait notre maison. Donc pour les ouvriers, c'était l'idéal, c'est-à-dire que c'était un avantage de bâcher très, très tôt pour prendre les transports. Et c'était aussi pour contrecarrer des fléaux de l'époque, notamment l'absentéisme. Avoir un ouvrier qualifié pour un employeur et le garder longtemps. Aujourd'hui, on ne reste plus dans la même entreprise, mais à l'époque, c'était ça, vous rentriez à la compagnie des chemins de fer et vous faisiez votre carrière. Donc vous deveniez de plus en plus qualifié, c'était intéressant pour l'employeur. Donc ça, l'absentéisme était un fléau. Et aussi l'alcool. Ça, c'était aussi quelque chose d'important, puisqu'en fait,
en vous mettant, et j'en reviens toujours à la chocolaterie Meunier, parce que je trouve que c'est un très bon exemple, il avait mis dans sa cité une maison de retraite et la garderie pour enfants. Donc en fait, depuis son plus jeune âge jusqu'à sa retraite, on restait dans la cité. Et il y avait donc la laverie, il y avait une laverie, il y avait une cuisine. C'était un peu en commun quand même. Tous les gens vivaient beaucoup plus ensemble que pour les dents ici. Et comme ça leur évitait de traîner. Le soir, quand ils rentraient, les hommes, souvent, je suis désolée, messieurs, mais ils passaient par les cafés pour discuter, parler, raconter leur journée. Et bien souvent, ils dépensaient un petit peu la paye, quoi. Donc, parce que la mère ne travaillait pas toujours, parce qu'elle avait la famille nombreuse à s'occuper, et donc il y avait souvent beaucoup d'argent qui était dépensé dans les cafés. Et puis, plus l'alcool qui était aussi un fait. On va poursuivre, le temps file, et on va revenir à Rambouillet. On va partir de Trappes, on va revenir à Rambouillet. Et donc du coup, je vais vous inviter à me suivre dans la salle qui est juste ici pour découvrir la cité jardin des Ébauches. Merci beaucoup.